continue à décrypter les grands enjeux de ce dossier avec vous, Bruno Darroux. Bonjour à vous. Bonjour Nina. On l'a dit, les négociations ont donc repris au Caire, donc en présence de toutes les parties. Et Israël continue à montrer les muscles. Oui, alors en fait, Israël, depuis lundi, continue à la fois à montrer les muscles, à donner des signes d'ouverture, bref, à manier un peu le chaud et le froid, parce que, vous l'avez dit, il y a eu donc des raids ciblés sur Rafah au cours des dernières heures, mais il y a eu aussi la réouverture du point de passage de Kerem Shalom. Donc, il y a parallèlement la reprise des négociations au Caire, donc c'est vrai que c'est difficile d'y voir bien clair, mais on a vraiment l'impression que le gouvernement israélien, qui est très divisé d'ailleurs en interne sur cette question des négociations, joue donc sur ces deux tableaux. Alors, concernant les négociations au Caire, on connaît maintenant très précisément les deux raisons essentiellement pour lesquelles Israël juge que l'acceptation par le Hamas de cet accord ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que le Hamas a dit qu'il était d'accord pour le projet de trêve présenté par les négociateurs américains et égyptiens, mais un peu à sa façon, et c'est là que ça coince. Alors, première raison que Israël juge inacceptable, c'est comme dans la première ébauche de texte, le retour au calme dans la bande de Gaza, mais là le Hamas ajoute retour au calme menant à un cessez-le-feu permanent, donc ça c'est inacceptable pour Israël. Et puis l'autre raison qui est assez glauque, si vous me passez l'expression, c'est que le Hamas explique que les otages israéliens seront relâchés vivants ou morts. Et là aussi, pour Israël, ce n'est pas acceptable. Donc pour le moment, ça coince, mais on continue quand même à négocier. Et parallèlement, il y a ce qui ressemble fort quand même à une opération de préparatif pour une éventuelle opération de plus grande ampleur par les Israéliens à Rafah, au point de passage de Rafah également. Il y a également le corridor de Philadelphie qui est visé par les Israéliens. En fait, le problème, Nina, c'est qu'on a l'impression que ni du côté de Benyamin Netanyahou, ni du côté de certains responsables du Hamas, on pense notamment à Yahya Sinwar, on a intérêt à cet accord. On préfère, pour des raisons de politique interne, on va dire, continuer la guerre. C'est ça qui est très compliqué. Difficile de sortir de l'impasse, donc. Et maintenant, quel est le rôle des États-Unis? Pour la première fois depuis le début de la guerre, Washington a annoncé avoir suspendu une livraison d'armes à Israël. Comment analyser cette annonce? Il faut l'analyser par une forme, d'exaspération, voire plus de la part des États-Unis, parce qu'on a donc un peu décrypté à l'instant la stratégie et du Hamas et de Benyamin Netanyahou. Seulement, les Américains, eux, ils sont dans une autre optique. Il faut un accord à Rafah. Alors, effectivement, c'est une forme de première ébauche de sanctions, on va dire, qui ont été prises par les États-Unis, dont on parle depuis le mois d'octobre, mais qui n'avaient jamais été mises en œuvre, c'est-à-dire une sanction très concrète. Alors, pour le moment, c'est une suspension de livraison d'armes à Israël. Hein. Il s'agit quand même de plus de 3000 bombes, 1800 bombes de 907 kilos, donc ça, c'est des bombes extrêmement destructrices, et 1700 bombes de 226 kilos. Et la décision a été annoncée il y a quelques heures, elle a été prise la semaine dernière, mais pour le moment, il n'y a toujours pas de décision qui a été prise par les États-Unis pour savoir s'ils allaient faire cette livraison d'armes à Israël ou pas. Et ça, c'est un moyen de pression extrêmement puissant, parce que il faut bien savoir que Tsahal, en fait, n'a devant elle, en termes de stock global, que 4 à 5 semaines d'autonomie. Donc si le robinet américain de livraison s'arrête, ça devient très compliqué pour l'armée israélienne de continuer son opération. Autre signe de l'impatience des États-Unis, il y a un rapport qui est rédigé par le département d'État qui doit être remis au Congrès. Il devait l'être ce mercredi. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Et ce rapport, c'est quoi, en fait? C'est la manière dont les acheteurs d'armes américaines dans le monde, donc Israël compris, avec ces armes, respectent ou pas le droit international. Mais en fait, évidemment, ça concerne de manière assez directe Israël. Alors, c'est un rapport potentiellement explosif, parce que si le rapport explique que Israël ne respecte pas le droit international en utilisant des armes américaines, eh bien ça va mécontenter les partisans d'Israël aux États-Unis, notamment dans les rangs démocrates. Et si ce rapport indique que Israël respecte le droit international, ça va également mécontenter
tous les partisans de la cause palestinienne aux États-Unis, y compris aussi au sein du Parti démocrate, plutôt chez les jeunes électeurs, notamment chez les étudiants, on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines aux États-Unis. Donc c'est un rapport à la fois explosif, risqué pour Joe Biden, mais l'intérêt aussi, c'est une autre forme de pression sur Israël sur le thème on peut suspendre les livraisons d'armes, et si on vous livre des armes, il faut absolument que vous respectiez le droit international. Donc, les Américains maintiennent la pression. Ils disent par ailleurs qu'une opération à Rafah, ils n'en remettent pas en cause le principe. Ils disent qu'il vaudrait mieux des opérations ciblées, mais surtout, il est impossible que vous lanciez une opération sans un plan crédible. Et ils insistent sur le terme crédible pour les évacuations de civils. Visiblement, ce n'est pas encore le cas. Et ce bras de fer entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden se poursuit donc. Bruno Darroux, merci beaucoup à vous pour tous ces éléments de décryptage.